On est de retour avec cette première vidéo. Thomas, toujours là, toujours mon acolyte de toujours. François, ouais. Et donc notre premier sujet, ça va être de discuter, et c'est d'actualité pour le coup, donc de l'arrivée de ces nouvelles plateformes et de l'impact que ça peut avoir sur le produit physique. Parce que, comme vous pouvez le voir derrière, mon cher Thomas a une sacrée belle collection déjà de DVD. Elle est petite, mais ouais, c'est ma collection personnelle. Ouais. Et maintenant la question c'est, est-ce que ça va encore exister dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ou pas? C'est ça. Et il y aura aussi tout le côté cinéma. On parlera aussi un peu de l'impact que peuvent avoir les plateformes sur le cinéma actuel et le cinéma qui va évoluer. Moi j'ai envie de commencer avec une première question, c'est genre, pourquoi aujourd'hui t'achètes des DVD? Pourquoi aujourd'hui j'achète? Alors, j'achète des DVD pour, on va dire, je pense déjà deux bonnes raisons. La première en fait c'est que je trouve que, et on voit déjà qu'avec le dématérialisé, ben on perd en fait ce produit qui est physique. On peut perdre justement en fait les séries qui ont été réalisées et les films. Il suffit que demain, comme on l'a vu avec Sense8 sur Netflix, etc., la série leur plaise plus, ils l'arrêtent, bah ça disparaît. Et moi je trouve que justement avec le physique, bah, ce qui est bien c'est qu'on a en fait on a un accès à la culture qui est juste en fait plus permanent. C'est ça, permanent, qui est authentique parce que bah, on l'a en fait à la maison et c'est aussi bah, après évidemment le plaisir d'avoir une collection. Et donc ça je pense que c'est déjà la première raison. La deuxième aussi, c'est je pense aussi mine de rien, parce qu'on commence à vieillir aussi, demain si j'ai un enfant. Intéressant ce point-là, ouais. Ce qu'a fait en fait mon père aussi avec moi, c'est qu'on allait souvent, bah, je pense comme beaucoup de notre âge et peut-être aussi des plus anciens, on allait au magasin et il y avait les offres justement sur les DVD. Et mon père m'a acheté beaucoup de ces offres de DVD. C'est comme ça que je me suis fait tous les Star Wars, c'est comme ça que je me suis fait tous les Transformers, aussi bons soient-ils. Et je pense aussi justement qu'il y a une sorte d'héritage culturel à donner à son gosse. C'est vrai. Et en fait, c'est un peu les deux aspects. Donc il y a ce côté justement que j'aime le DVD parce que j'ai envie de l'avoir, parce que j'ai peur aussi que ça disparaisse, et ce côté aussi d'héritage que j'aimerais transmettre à mes enfants en fait. Franchement, le point là de l'héritage, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à mettre sur la table parce que, en fait, je prends un exemple tout bête. C'est vrai que vous avez un enfant. Genre, s'il se déplace dans votre maison et qu'il va voir dans vos étagères et qu'il voit en gros que bah, y a des films, il y a des livres, il y a des choses en fait à découvrir qui vont développer son imaginaire. C'est ça, il va s'intéresser. C'est ça. Alors que si t'as qu'une plateforme, bah j'ai l'impression que le fait d'ouvrir un truc par curiosité, il devient beaucoup plus rare. Bah, moi c'est très simple. Je pense que je suis en fait dans les deux cas. Par exemple, je suis quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Surtout au PC. Si vous mettez sur un PC, évidemment je vais aller sur les plateformes, regarder les sorties de la semaine, etc. Mais ça va pas être instinctif de mater en fait un film ou une série. Je vais évidemment en fait j'aurai le jeu qui sera derrière, je vais lancer ma partie et au final ben, je vais rien regarder du tout. Alors qu'en venant dans ma salle ciné, je suis dedans, je vois mes DVD, ça me donne envie. Alors j'ai un code pour justement les DVD, c'est qu'en gros je mets toujours ceux en avant, ceux que j'ai pas vu. Donc je regarde un peu justement ce que j'ai envie de regarder, ce que j'ai pas encore regardé. Et en fait ben, je me lance tout seul parce qu'en gros le lieu s'y prête. Et en gros ben, j'ai tout ce qu'il faut sous la main pour regarder. Ça c'est vrai qu'il y a l'accessibilité et mine de rien c'est quand même plus simple. Par exemple, donc, je rebondis, hein. Quelqu'un qui aime bien voir des films en langue originale ou étrangère, c'est vrai qu'avec le DVD, bon avant je dis pas il y avait le problème des zones et tout, maintenant moins, donc tu le mets dans ton lecteur, dans ton ordinateur ou quoi que ce soit, tu as accès à tous les sous-titres et à toutes les langues originales. Ce qui peut déjà être plus chiant des fois à trouver. Par exemple, et même au-delà de ça, par exemple, je sais pas, il y a des personnes qui sont vraiment fans d'un film, ils veulent justement un peu avoir ce making-of, avoir tous ces bonus, etc. Je suis désolé, quand je vais voir un film en streaming sur le PC, ben ouais, en fait tu regardes le film, puis tu arrives au générique et c'est fini quoi. Après ça je sais que, mine de rien, c'est vrai que ça s'est perdu, parce que je sais même pas si dans les Blu-ray actuels ils font des bonus et tout. Pour être honnête, j'ai jamais fait trop attention, c'est vrai que moi je regarde plus sur mes DVD parce qu'au final, ben, les Blu-ray j'achète beaucoup, ceux qui me plaisent en général, mais vraiment beaucoup, donc, ben, parce que c'est quand même beaucoup plus coûteux. Donc c'est des achats que je fais quand même moins souvent, mais les DVD je les achète un peu à tort et à travers, ça reste quand même dans ce que j'aime, hein, mais pas non plus... T'es moins sélectif. Voilà, j'ai plus de facilité à les prendre. Et ouais, les best-of sont toujours là et c'est toujours intéressant, ben, même si ça dure 30 minutes parfois, des fois les bonus sont à chier, faut parfois dire chier. ils sont top.
mais parfois ils sont top, on apprend plein de choses dessus, quoi. Donc il y a ce rapport-là au physique qui me plaît vraiment, quoi. Mais c'est vrai que plus j'y repense, et c'est un point que j'avais peut-être pas entreaperçu avant justement qu'on en discute, mais la transmission. C'est parce qu'en fait je pense qu'aussi, il y a peut-être aussi une... Moi je pense que tu l'as vécu aussi, je l'ai vécu surtout là-dessus, et c'est là-dedans, c'est surtout mon père en fait qui m'a un peu mis là-dedans aussi, qui m'a permis en fait des achats de DVD, et c'est là que quand tu les as à la maison t'es content et tu les regardes en fait. T'as envie de les regarder. Puis surtout, ça, bon, on n'est pas encore trop vieux, mais à l'époque, vu que t'avais accès à moins de choses aussi, tu les regardais beaucoup plus. Enfin, plus en quantité. Tu re-regardais des films. On avait aussi, nous, quand on a commencé, c'était les VHS. Ouais. Et c'était pareil, c'était les VHS, on les bouffait, quoi. Tu les saignais, ouais. C'est ça, et T'en avais pas beaucoup, Non, pas du tout, ouais, c'est sûr, mais bon, on en profitait, quoi. C'est vrai que je me souviens quand le premier lecteur DVD que j'ai eu, genre, c'était... Ah, moi, c'était tard. Hein. Je devais rentrer au collège, je pense. Ouais, putain. Donc ça date quand même. Mais ouais, je pense que c'est vraiment important. C'est un événement, quoi. Ouais, complètement. Et c'est mon point de vue personnel sur le physique. Je pense que ça viendra quand même un jour au moins à changer, mais... Est-ce que tu penses que ça va rester un truc de collectionneur? Genre... c'est sûr et certain. Ouais. De toute façon, on le voit, il y a de plus en plus... Peut-être que ça reviendra en force, genre comme le vinyle à un moment. Ouais, ça je suis d'accord, mais déjà là, maintenant le DVD on l'avait enterré pendant. C'est vrai. Le DVD, je trouve qu'on l'enterre tous les 3 ans, il est enterré. C'est vrai qu'à les entendre il y a 10 ans c'était déjà mort. C'est ça, mais au final on regarde, il y a des petites boîtes de distributeurs, je pense à Carlotta, je pense au Chat qui fume, ils sont là, ils nous donnent justement en fait un héritage culturel aussi, en continuant à produire des DVD de films, mais qui datent, je sais pas, par exemple des années 70-80, alors. Obscurs. C'est ça, en gros, qui sont très vieux, qui sont complètement qualitatifs au final, mais et grâce à eux, en fait, on peut continuer en fait à perdurer dans le DVD. Et je pense que justement, c'est une preuve que c'est pas mort, en gros. C'est que les gens continuent à acheter. Il y a des gens qui sont là pour justement continuer à acheter. Et c'est vrai que mine de rien aussi, si un jour Internet a des soucis, que bien sûr là on spécule, hein, mais que par exemple certains pays décident d'exclure d'autres pays et que finalement donc, du coup dans ces régions qui n'auraient plus accès, en fait si tu n'as que du dématérialisé, tu perds tout. Tu perds tout. Il y a déjà ça, et je pense que moi je l'avais déjà pressenti comme ça quand il y a eu la sortie des jeux vidéo. C'est encore un autre sujet, mais c'était la même chose. Je pensais aussi qu'on allait perdre en fait le matériel, quand même, ça a été... ce qui était dommage. Mais au final, le marché du jeu vidéo se ressemble quand même vachement au marché du DVD, parce qu'il y a aussi de l'occasion. C'est plus ou moins les mêmes patterns, c'est plus ou moins les mêmes schémas de construction. Mais au-delà de ça, comme on dit, on va y venir je pense plus tard, mais sur les plateformes aussi, c'est un gros souci, c'est que du dématérialisé, c'est au bon vouloir du distributeur. S'il veut te le sortir en DVD, il te le sortira, mais tu vas en chier pour le trouver. Moi, il y a des séries que j'ai cherchées pendant pas mal de temps, j'ai jamais trouvé. Je les ai trouvées il y a peu de temps. Et s'il veut juste pas te les sortir, tu les regardes sur le PC, et les jours où il a plus les droits, c'est fini. Tiens, d'ailleurs, un petit exemple, vu que t'en as parlé tout à l'heure, genre Sense8. Genre, est-ce qu'ils vont sortir ça en DVD quoi? Pour être honnête, je sais même pas. Et je sais même pas si ça existe. Moi le point où j'ai vraiment galéré de beaucoup, c'était sur Daredevil, la série. Qui pourtant a marché. Qui a bien fonctionné. Alors, je pense que je m'y prends tard aussi. Mais c'est pas une raison valable. Tu vois, de plus trouver. Je l'ai cherché pendant un bout de temps et je l'ai trouvé il y a peu de temps justement sur un site de grande distri, au hasard. Et au final, je l'ai pris, mais je me dis déjà, s'ils commencent en plus à faire des sorties limitées de DVD, qu'ils arrêtent de les produire à un moment. Limité, ouais, c'est des séries, surtout Daredevil qui va disparaître sur Netflix parce que ils ont plus les droits bientôt. Donc voilà quoi, c'est des séries, et encore là je parle de celle qui a le plus fonctionné, je pense la saison 1 c'est le plus fonctionné. Ouais. Je parle d'un Defenders ou un Iron Fist saison 2, ça disparaît quoi. Ouais, ça, c'est et peut-être qu'il y a des gens qui sont fans et qui adorent ça et qui le verront plus du tout. Oui, sur téléchargement, mais au final il n'y a pas comme je dis, il n'y a pas cet héritage en fait matériel à donner à quelqu'un quoi. Et puis après d'un point de vue éthique aussi c'est discutable, même si après je dis pas, je suis pas non plus le dernier là-dessus, mais non, je suis d'accord. Voilà, tu rémunères pas au final. En fait, ouais, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Les gens qui travaillent dans ce domaine. Alors, c'est vrai que moi, du coup, je suis. Là, on vous a dit qu'il allait y avoir des différences, c'est que moi, j'ai 0 DVD. Genre, j'en ai pas un. Après, il y en a qui appartiennent à mes parents, mais moi, j'en ai pas. Et mine de rien, je pense que peut-être qu'un jour, je vais quand même le regretter.
Surtout si après donc ça se passe mal d'un point de vue Après, global. Mais Voilà, après t'es pas obligé de tout acheter non plus, tu vois. Non, bien mais sûr. je pense, enfin, les DVD qui te touchent et qui pourraient toucher les gens que tu connais, je pense que c'est quand même cool de les posséder, quoi. Et je pense que t'as plus tendance à regarder des choses qui t'ont plu quand tu les as en DVD que Ouais, quand ouais. tu les as pas. Bah. Parce que c'est pareil pour les livres, je trouve. Ouais, je suis d'accord aussi. Puis même, enfin, je sais pas, pareil pour les bouquins. T'as un bouquin qui t'a Ouais. plu, genre quand t'étais gamin, t'es content de le relire. Et même ou un bouquin qui te plaît actuellement, t'es content de le prêter à un pote, tu vois, qui va le lire et qui va être en mode, ben ouais, bah en fait, t'as trouvé un putain de truc, quoi. C'est vrai. Et je pense que ouais, c'est. Je pense que enfin, ce sera valable un jour. Après, je pense que c'est comme tout, tu sais. Enfin, le vinyle aussi est ressorti et ceux qui en avaient étaient très contents de les avoir. Et ceux qui en avaient pas, ben, je pense que maintenant, avec la mode qu'il y a eu, ils regrettent et ils vont commencer peut-être à en racheter, quoi. Ah, bon, du coup, quand même, certes, j'ai pas de DVD, mais j'ai quand même aussi un plan pour, au cas où, regarder mes films si un jour, donc du coup, imaginons, on n'a plus internet. Donc, mon truc à moi, c'était. Donc, c'est complètement barré, hein. Mais c'était donc, j'ai acheté un Raspberry que j'ai programmé pour que ce soit une box média. Et donc là, pour l'instant, c'est pas encore sorti, mais t'as un projecteur en fait qui n'utilise pas d'ampoule et en fait qui va projeter une image comme un hologramme. Donc je sais que normalement ça doit sortir en février 2020, donc maintenant. Ouais. Mais je sais que c'était sur un Kickstarter, donc pas sûr que ceux qui D'accord, respectent les dates limites. Et en gros, du coup, la solution ce serait d'avoir un panneau solaire, un Raspberry, donc une batterie et ce projecteur, et donc pour en fait pouvoir regarder ces films partout et avec l'énergie du soleil. Donc ça paraît complètement fou. Hein. Ouais. Mais voilà. C'est vrai que là, on se projette dans les années, je sais pas, dans 10 ans, 15 ans, même plus, mais. Ou peut-être même jamais. Ouais, peut-être jamais aussi, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est, vous l'avez dit, c'est la différence d'approche. Ah, tu bah, vois c'est pas la même chose, hein, on est d'accord que. Mais après, bon, après c'est chacun son. Oui, sa façon de voir les choses, hein. Moi, c'est juste que. Enfin. Je dis pas, hein, demain, il y a plus, comme tu dis, il y a plus internet et tout, moi je suis un peu. Je me fais avoir, quoi. Non, toi t'es bien, toi t'es. Oui, mais bon, si j'ai plus d'électricité, tout ça. Ah oui, mais là c'est encore pire. Ouais, là, d'accord, c'est ouais. vraiment, ouais. Mais oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, tout le principe n'existe plus, quoi. Mais ouais, moi, c'est plus. Donc, c'était ces deux points, en fait, qui me donnent vraiment envie de continuer, quoi. Après, il y a le côté aussi, quand même, ça prend de la place. Parce que. Ouais, je suis d'accord que c'est. Et encore, j'en ai pas beaucoup, j'en ai avoir 600, 700. Mais, Ce qui est déjà pas mal quand même. Hein. Oui, ça va, mais il y en a qui en ont beaucoup plus que ça. Hein. Mais encore, nous, on habite en province, donc bon, l'immobilier est pas trop cher et tout, mais Non, imagine ouais. à Paris, de rien. Ouais, bah, c'est galère. À Paris, si t'as pas beaucoup de place et que genre t'adores Déjà, les films, nous, c'est ici, on galère. a de la chance d'avoir une salle justement pour ça. Ah bah oui, à ça, c'est un Paris, luxe, ouais, déjà. tu mets ça dans l'appart. Il y a même une chance. machine popcorn quand même. Ouais, c'est vrai que j'ai La grande classe. On verra un jour peut-être. La grande classe. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, donc toujours sur ce sujet du dématérialisé, mais donc je vais prendre l'exemple de mon père, parce que donc lui il est né à la fin des années 50, en 1959, et en fait déjà à l'époque, malgré la cassette n'existait pas encore, non la cassette n'existait pas, non. Je pense pas. Non. Mais du coup tiens d'ailleurs avant ils avaient aucun moyen de regarder quelque chose. Après, c'est aussi les prémices. Oui, je pense pas bien qu'ils avaient des films comme on l'a actuellement. Mais en gros ce que je voulais dire c'est qu'à l'époque il y a des séries qui sont passées à la télé, et qui en fait pendant 40 ans, elles ont disparu. Genre, il n'y avait aucun moyen de les revoir. Donc au final, mine de rien, ça a déjà existé en fait, ce cas de figure. Donc c'est nous qui avons eu la chance en fait d'avoir quasiment tout à portée de main pour le revoir, ça, hein. alors qu'à l'époque c'était pas forcément le cas. Bah après, on a quand même, enfin encore maintenant. Mais c'était une bonne chose, donc ce serait dommage de le perdre. Oui, c'est sûr, mais encore maintenant, il y a des séries TV qu'on ne peut pas trouver du tout en DVD. J'en ai deux en tête, il y avait Cold Case à cause des droits de musique, qui a une galère monstrueuse pour réussir à avoir la distribution du DVD. Et depuis peu, on a réussi à avoir Malcolm, qui pendant des années était sur la table justement pour créer en fait la série. Et c'était un bordel sans nom aussi. Et là, ils ont réussi. C'est une série qui a hyper bien marché. C'est une série générationnelle, je pense. Ah, c'est une série de légende, ouais, complètement, ouais. Et ça a galéré pendant des années aussi. On l'a seulement eu là, je sais pas, il y a peut-être 3-4 ans, quoi. Ça a commencé à sortir. Ah, Malcolm, c'est un. Et voilà, je veux dire par là que même dans les années 60 jusqu'au maintenant, en fait, il y a toujours eu des problèmes sur les distributions de tout ce qui est séries TV et films. Ça perdurera toujours et ça va devenir encore plus compliqué, je pense, avec les plateformes qui arrivent maintenant. Ouais. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur je pense que c'est le bon moment justement pour repasser sur les plateformes. Ouais. Donc c'est vrai que bon, si on remet un peu les choses dans le contexte, Netflix quand ils sont arrivés, déjà donc à la base c'était des gens qui proposaient des DVD à la location.
Ok. Ça, voilà, donc il y a beaucoup de gens qui le savaient pas, mais en fait c'était un vidéo futur, un peu, si vous connaissez l'ancienne marque française. Ça fait un peu vieux quand même. Oui, c'est vrai. Mais qui en gros aux États-Unis et qui cartonnait, et ils ont vu que, les gens ils commençaient quand même à acheter moins de DVD. Donc ils se sont dit on va tester le dématérialiser. Voilà. Et donc bon, succès phénoménal, vous connaissez la suite, ça arrive en France et tout. Sauf que ils sont restés seuls pendant un moment, mais que maintenant c'est plus trop le cas. Bon, pour être honnête, on attend le 24 mars. Pour l'instant, ils ont quand même des concurrents assez faibles, mis à part Amazon qui se relève quand même un peu, qui a quand même des choses. Bon après aussi parce que je pense qu'ils ont un budget genre phénoménal. On le voit juste avec l'achat de Seigneur des Anneaux. Enfin, les mecs ont lâché 1 milliard normal. Puis je pense, là on avait déjà discuté tout à l'heure, mais tu peux le redire, c'est eux en gros ils proposent pas juste une plateforme télé. Oui c'est ça en fait, c'est qu'Amazon eux, ils ont juste pas le temps. Dans les faits, ils nous proposent donc des achats avec des livraisons gratuites, ils nous proposent donc Amazon Music, ils nous proposent donc Amazon TV, donc Prime, et en plus de ça, ils nous proposent aussi pour les joueurs de jeux vidéo qui regardent et qui matent des streams sur Twitch, le Twitch Prime qui permet justement de s'abonner à un streamer de manière gratos si on lui donne 5 balles. Donc juste avec un abonnement, on a juste ces 4 plateformes, ce qui est juste énorme. Ce qu'aucun concurrent ne fait. Pour l'instant, non, personne ne fait ça. Peut-être Disney le fera justement via Canal+, et peut-être offrira des offres, je pense, pour tout ce qui est annexe à Disney, je pense au parc, etc. Je suis sûr qu'un jour, je pense en tout cas, qu'on aura des offres via en fait notre abonnement Disney+. Par exemple, je sais pas, suffit qu'il y ait on puisse par exemple une projection à Disneyland Paris, et justement c'est tous les abonnés Disney+, qui seront d'abord, comment dire, pas VIP, mais qui pourront y avoir accès en premier, avec un goodies, par exemple, des préventes aussi, ou des offres sur les places, plein de choses comme ça, je suis sûr que ça va arriver. Eux sont dans la capacité de le faire, en plus ils sont affiliés maintenant à Canal+, peut-être un bouquet aussi, Canal, je sais pas, CanalSat, un bouquet télé ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est les seuls qui peuvent vraiment répondre en termes d'offres à Amazon. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui tient pour l'instant, qui arrive vraiment à la cheville de Netflix, quoi, en termes de. Encore que Netflix descend en termes de qualité de programme, mais il fut un moment, ils étaient vraiment 3 fois au-dessus de tout le monde, quoi. Parce que pour l'instant, ils sont à combien en termes de coût? Si je me trompe pas, pour Netflix, par mois, c'est 10 €? Ça dépend, t'as plusieurs formules. Ouais, c'est. Moi, personnellement, je crois que j'ai pris celle la grosse familiale à 15 balles, mais tu peux descendre, je crois, à 8 €, plus ou moins. Alors, déjà là aussi, Amazon est assez onéreux, mais on a Disney+, qui va commencer directement à 8 €, quoi. Donc, et pourtant, quand tu vois la plateforme qu'ils nous propose, je pense que ça va être un sérieux concurrent à Netflix. On va quand même avoir tous les Pixar, tous les Disney, Star Wars, Marvel. On connaît tous la suite, on connaît tout ce qui va avoir dessus. Mais l'impact. Là où ils sont forts, c'est qu'en gros, c'est surtout des licences intergénérationnelles qui sont destinées donc à un public jeune et qui vont donner des bons souvenirs aux personnes donc moins jeunes, surtout par exemple à notre génération qui commence à avoir des enfants. C'est ça. Donc là où ils vont être forts, c'est qu'en gros, si entre guillemets la petite tête blonde justement elle ne sait pas quoi regarder, elle va se tourner vers quoi? Sûrement vers Disney+, et c'est là où... En fait, ce qui est, même au-delà du générationnel, c'est que tu pourras juste grandir sur Disney+. Tu pourras commencer par les dessins animés Disney, passer par live action, etc. Passer sur ensuite un Pirates des Caraïbes qui est un peu entre les deux, paf, tu passes sur un Star Wars, tu peux vraiment grandir sur Disney+, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on les touché nous aussi, je pense, parce qu'ils visent aussi un peu la nostalgie qu'on avait via les anciens films, évidemment. Et on le voit de toute façon sur la pub qui passe en ce moment, ils nous font vraiment montrer tout le catalogue, et ils te font vraiment montrer tous les personnages qui t'ont fait grandir et qui t'ont vu grandir aussi, quoi. Parce que Disney Channel, en fait, c'était des petites sitcoms ou des trucs comme ça. Ouais, c'était plus des dessins animés. Il y avait Disney XD aussi, c'est beaucoup plus des dessins animés, en fait. Il n'y avait pas vraiment de rapport avec le monde de Disney. Oui, c'est un vrai, peu de temps en temps, mais c'était plus des Disney annexes, c'était un peu un Nickelodeon bis, quoi. C'est ça, c'était des trucs pour les jeunes, mais c'était pas forcément l'univers Disney. Non, pas spécialement, effectivement. Alors, petite question donc, que je te pose, imaginons maintenant tu te mets dans la peau d'un réalisateur assez jeune, donc t'es pas encore connu, t'es pas encore une grosse ponte à Hollywood, t'aimerais te faire produire ton premier film, tu te tournes vers qui? Vers les plateformes, et donc tu sais que peut-être t'as potentiellement plus de chances d'être produit, mais du coup peut-être pas une sortie en salle, ou
tu tournes vers le cinéma plus indépendant, donc vraiment petit budget, Ah ouais. mais du coup la distribution va être très difficile. Ou alors vraiment les. En gros, où est-ce que tu penses que les prochains gros réalisateurs vont se Iront, tourner bah, tu sais quoi? en devenir quoi. Je te retourne la question. D'accord. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, c'est vrai que. Mais là-dessus, je pense que je vais me tromper. Enfin, je pense que je vais me tromper. Mais c'est un pari que je vais quand même prendre. Parce que j'aimerais, dans un monde idéal, que vu qu'il y a cette multiplication des plateformes, que les studios plus traditionnels, ils se disent ok, on est dans un système où en fait on va. Vu que nous on n'a pas de plateforme, dans le long terme on va perdre, il y aura de moins en moins de monde au cinéma, même si c'est pas forcément ce que les chiffres disent. Oui, effectivement. Ouais. Donc eux ils disent ok, on va faire confiance à des jeunes, peut-être avec moins de budget, et en gros moi dans mon rêve ce serait de revivre le nouvel Hollywood. Oh oui, d'accord, Voilà. Donc, ouais. je dis pas que ça va se passer comme ça, mais c'est vrai que je dis s'il y a bien une chose que j'aimerais bien, c'est qu'en gros ok on redonne de la liberté aux créateurs et que les producteurs soient moins présents, Ok. comme ça s'est fait un peu dans les années 70 surtout. Donc ça c'est ce que j'aimerais, et qu'en gros d'un côté on ait les grosses plateformes qui eux continuent leur business et que de l'autre ils prennent des risques et que après est-ce qu'ils vont être récompensés, parce que est-ce que les gens ils vont continuer à suivre en salle, surtout si c'est des choses qu'ils connaissent pas et que surtout si le prix du cinéma reste aussi cher. Bah, dans les faits, je pense que avec les plateformes qui sortent, il va falloir que le cinéma se réinvente, et on le voit de façon qu'ils essayent actuellement dans nos salles près de chez nous. On a le Dolby, le nouveau Dolby, je sais plus comment il s'appelle, mais grosso modo c'est encore, enfin, le son a changé. Ils changent aussi tout ce qui est vraiment écran, ils essaient d'avoir de la qualité, parce que pendant des années on a eu de la merde en écran, c'était nul ce qu'on avait en projet. C'était flou, plein de Ouais, fois d'accord. c'était flou, Et sans parler de la 3D qui était mal ils vont devoir augmenter les prix, quoi. Enfin, ça sera obligatoire si en plus ils changent justement toute cette technique, parce que, enfin, pourquoi est-ce avec surtout en plus maintenant les télés qu'on a, les projecteurs qu'on peut avoir à la maison, etc. Bah, on a quasiment une qualité telle qu'on peut quasiment avoir la même chose qu'au Cinoche. Donc évidemment, ils seront obligés à un moment d'augmenter en qualité. Et ben évidemment, le prix va aussi augmenter, quoi. Ça sera obligé. Ils seront obligés de en gros, il va falloir qu'ils nous fournissent un spectacle à la hauteur du prix qu'ils nous demandent. Et je pense qu'on va y venir là. Après, moi, de mon point de vue, bon, j'ai juste un chiffre qui est, je trouve, qui est vachement parlant pour le cinéma. C'est que le part de marché du cinéma français actuellement, il a baissé. Donc à peu près de 4%, donc tous les ans on descend à peu près de 4%. Chaque année? Ouais, quasiment. Et par contre, justement, le cinéma américain, quand t'as vu, en fait, il fait qu'augmenter, il a pris 11% en un an. En termes de fréquentation? Enfin en termes de billets d'entrée Ouais, en termes de billets d'entrée, en termes de vraiment part de marché. Donc on voit juste déjà qu'il y a un truc qui se profile, c'est que les Français, en tout cas, je pense, vu qu'on est Français, on parle pour les Français aussi, hein, d'un autre côté, c'est qu'au final, les gens vont plus spécialement en cinoche pour aller voir des films français, mais... Ce qui est pas forcément une bonne chose. Oui, c'est vrai aussi. Et qu'au final, les gens se fédèrent plus derrière les films américains. Films américains, ben, maintenant, actuellement, on en voit de plus en plus sur les plateformes. Je pense à Scorsese, je pense à... on a eu le Cloverfield qui était sorti en 2018. Bon, aussi bon soit-il, il est sorti aussi. Bah, si je ne me trompe pas, Netflix, ils vont faire le dernier Fincher, le dernier Scorsese. C'est ça. Et puis t'as Apple aussi, donc, qui a fait un partenariat avec Spielberg aussi. Donc ben, tous les gros noms commencent à arriver sur les plateformes, et ben, on va arriver justement sur un moment où tous les blockbusters, je pense, seront aussi dessus, quoi. Et ce qui est intéressant par contre, c'est que souvent ils vont sur les plateformes parce qu'ils ont plus de liberté que dans les studios. Donc peut-être que les studios ils vont quand même se dire genre on a fait de la merde. Bon, après je pense aussi qu'actuellement Netflix est un peu dans l'obligation de faire ça, parce que sinon ils n'auront pas grand chose à proposer en face de Disney, quoi. Et puis qu'ils doivent lâcher des gros chèques. On est d'accord. Mais non, je pense qu'il y aura quand même des cinémas, on aura quand même des blockbusters au cinéma, des gros films de gros réalisateurs au cinéma. Mais je peux pas le dire de manière sûre, les plateformes vont avoir aussi un énorme poids dans la balance. Et on peut venir à un moment où justement le cinéma franchisé, le cinéma, je pense à Pathé des Gaumont, etc., viendra peut-être un peu à s'éteindre. Moi, à mon sens, donc, je pense que ça va être surtout tous les petits cinémas indépendants qui vont rester. Pourquoi ? Parce que, alors peut-être qu'à Paris ils connaissent pas trop ça. En tout cas, en province, près de chez nous par exemple, on a un petit cinéma en fait qui est subventionné par l'État. Donc en gros, l'État est là pour les aider justement financièrement. Et ils peuvent en plus, on est en plein dedans, ils proposent justement des programmations qui sortent complètement de l'ordinaire. Nous par exemple, on a les Nuits Bis, donc en gros c'est
bon après c'est des petites séances, hein, c'est une fois dans le mois, mais ils nous proposent 2 films de cinéma de genre, mais complètement loufoques de temps en temps, inconnus souvent en bataillon aussi. Et à la qualité parfois discutable. On est d'accord, mais ils sont là, hein, il est présent. Là. Et tout ça en fait c'est subventionné justement par l'État, ils ont des aides de l'État, donc évidemment nous on paye notre place aussi, mais en plus souvent à moindre coût, hein, c'est beaucoup moins cher. Et au-delà, café offert. C'est ça, en plus on a une entracte entre les films, ils nous offrent le café, des fois la restauration, etc. Enfin franchement c'est super cool, c'est bonne ambiance, hyper convivial, ouais. Ils font des petits courts-métrages aussi, ouais. Et il y a des animations. Ouais, franchement c'est super. Des fois ils font même des rendez-vous réels. On a pu rencontrer Steve de Jarnat qui a fait le bon Miracle Miles. Et Chérie 2000, c'était vraiment super cool. Ouais, en vrai, c'était une bonne soirée, ça. C'était une bonne expérience. Et au-delà de ça, ils font aussi des programmations, je vais pas dire lambda, mais on a eu J'accuse de Polanski, on a quelques films quand même qu'on peut trouver en cinéma actuel, qu'on trouvera chez eux. Je dis pas qu'on verra le dernier Avenger dans leur cinéma. Hein. Mais par exemple, là, dernièrement, ils ont eu 1917, Jojo Rabbit, par exemple, Parasite. Ils ont quand même de la qualité en fait en tant que film, et en fait c'est subventionné par l'État pour garder en fait cette structure un peu culturelle de cinéma, de cinématographie. Et je pense que justement eux auront plus de facilité à rester debout que des franchises qui tiennent sur les blockbusters. Je pense à Kinépolis, je pense à tous ces Pathé Gaumont, etc. qui devront justement un peu se renouveler, proposer d'autres choses qu'ils font déjà. Parce que par exemple, ils ont proposé des finales de League of Legends, etc. au Cinoche, quoi. Enfin, c'est assez dingue. Des opéras, des concerts, etc. Non, je rigole. Ça dépend du public, quoi. Non, bien sûr. Mais on est d'accord. Mais ouais, voilà, ils sont obligés de se renouveler et moi je pense personnellement que ça va se passer comme ça. En restant sur le thème de la dématérialisation, est-ce qu'il y a des films, genre là récemment tu t'es dit, si je les avais pas vus au cinéma, genre j'aurais été dégoûté. Tu vois, genre ou alors ça n'arrive plus, ou moins qu'avant. Sincèrement, 1917 quand même te met une petite claque. Je pense qu'entre le voir à la baraque et le voir quand même au Cinoche dans un contexte, etc., où tu te dis quand même que tu vois, on est d'accord que c'est pas un plan séquence tout le film, hein, il y a quand même des coupures, etc., mais le film est ce qu'il est, mais dans les faits, ouais, j'étais quand même content de le voir au cinéma, mais je sais pas, on va pas se mentir qu'il y a des, je sais pas, moi par exemple, ça me résonne dans la tête, Star Wars 3, Ordre 66, Palpatine, cinéma, c'était dingue. Genre, la scène est complètement folle. Et voir ça au cinéma, en fait, putain, moi je me rappellerai tout le temps. Je vois la chute des Jedi devant moi, un écran immense, la salle qui retient son C'est quelque chose quand même, c'est quelque chose. Ça part en live complet, tout le monde est mal. J'aurais eu ça chez moi, bon, t'as pas cet aspect, quoi. Parce que je pense que quand tu vois qu'une salle est en apnée, ça fait quelque chose. Tu vois. Et perso, moi, il y a ça, il y a Dark Knight, le Dark Knight aussi, qui était dingue à voir au Cinoche. Il y a plein de films quand même, mine de rien. Je pense que si tu l'as pas en fait t'es pas dans le mood du cinéma, c'est ça. C'est assez triste quand même, quoi. T'es moins prenant, quoi. Petite anecdote sur justement donc moi Interstellar que j'avais vu donc avec un autre ami qu'on a en commun. Donc à la base il devait prendre un bus. Et on a été à une séance assez tard, donc il devait partir pendant la séance et prendre son bus. Parce que s'il le loupait, il devait marcher genre 1h30. Donc moi, on regarde la séance, moi c'était déjà la deuxième fois que je le voyais. Donc j'apprécie, mais tu sais à quoi t'attendre. Lui, première fois, donc je regarde au moment tu vois, où il doit prendre son bus, il doit partir. Il était comme ça. Du coup, le bus il l'a pas pris et il a dû marcher. Et genre ça, tu vois. Ah bah c'est parce que t'es tellement pris dans le film, quoi. C'est incroyable. Enfin, mais je pense qu'on a tous vécu ça et on le vivra pas spécialement dans une plateforme. Mais après, pour rebondir aussi en tant que paradoxe, mine de rien, comme on disait tout à l'heure, si les cinémas évoluent pas aussi de manière technique, ils vont perdre aussi des gens parce que finalement, mine de rien, à la maison, on peut tellement avoir de choses entre les barsons, non mais t'as raison, c'est un spectacle qui est quasiment identique à quelques années, quoi. Par contre, et vu qu'on a eu la chance aussi d'aller déjà à des festivals de cinéma, et de voir la salle quand même vivre aussi, c'est un truc qui est quand même cool. Mais tu vois, par exemple, pour rebondir aussi à ça, je pense que les festivals, par contre, ça restera toujours. Autant parce que c'est une communauté, c'est communautaire à 100%. Ouais. Du coup, est-ce que tu aimerais rajouter encore quelque chose ou pas? Sincèrement, je pense que de mon sens, j'ai plus ou moins dit tout ce que je pensais justement sur le dématérialisé, sur les DVD, sur le cinéma et les plateformes. Que le cinéma indé va gagner. Et que ça sera surtout les petits films qui resteront au cinéma de petits réalisateurs ou des films un peu intimistes de réalisateurs connus.
mais pas les gros. Je pense que les gros blockbusters et les grosses créations partiront sur les plateformes, ne serait-ce juste pour la sécurité financière. Moi j'ai rien de plus à ajouter non plus, sauf, donc du coup, vu qu'on a cette petite collection derrière nous, donc je tiens à préciser qu'il y a quand même des titres assez rares, hein. Par exemple, il y en a quand même un qui m'est resté en tête parce que rien que le nom te donne envie de voir le film, Karate Moto 5. C'est vrai, ouais. Karate Moto 5, Ah, ça veut dire qu'il y en a eu 4 avant. Je me suis déplacé jusqu'à Paris pour l'avoir. Donc j'aimerais, pour terminer cette vidéo, j'aimerais te dire si vraiment tu devais en garder peu, tu vois, dans cette collection, pas forcément pour la qualité du film, mais je sais pas, genre tu les as en DVD, t'es content de les avoir, tu vois. Ok, alors je vais terminer par mon préféré tout à la fin. Ok, Que tu en donnes combien? Que je donne 5. Ok. J'en ai les deux derniers, je pense que déjà, du moins le dernier, je l'ai en double avec une préquelle. Le premier, je dirais, c'est Social Network parce que je pense qu'il m'a vraiment. Le film m'a vraiment retourné de A à Z. Un des meilleurs de la décennie. Ouais, je pense aussi. Et celui-là m'a vraiment beaucoup plu. En deuxième, je donnerais, je pense, Puppet Master. Que, pour en revenir justement au festival de Gérardmer, que j'ai découvert là-bas et que je trouve que c'est une franchise qui est assez rafraîchissante. C'est un peu barré, c'est des poupées nazies qui viennent tuer tout le monde, quoi. Donc le pitch du film, et voilà, c'est ce que c'est, mais vraiment, c'est super. Il y en a 13, il me semble, donc si t'aimes ça, tu peux le regarder pendant toute une vie, quoi. Il y a ceux-là. Ensuite, je dirais dont je suis vraiment content. Je cherche. Ouais, Las Vegas 21. Je suis quand même un gros fan de biopic. Et pareil, c'est aussi un film qui m'a vachement plongé dedans, que j'ai beaucoup aimé. Il avait bien marché, mais on en parle plus beaucoup. Ouais, plus trop. Quatrième, je mettrais. Alors là, c'est plus compliqué, ça serait les Cloverfield. Mais peut-être qu'un jour on en parlera de l'approche que j'ai de Cloverfield. Je pense que c'est quelque chose qui est vachement oublié, qui est très sous-estimé. Et je pense que ça a apporté beaucoup de choses au film de genre. Les trois, hein, même le dernier qui est vraiment, où s'il fait vraiment démonter sur les réseaux, etc. Je pense qu'il est quand même important. Et pour finir, le meilleur, Van Helsing. Van Helsing avec Hugh Jackman. Ouais. En gros, c'est le premier film moi personnellement que j'ai vu. Alors c'est sur la PlayStation 1 à l'époque, DVD gravé. Hein, on était des bons pirates. Et on l'avait regardé ensemble aussi, et genre moi ça m'a bercé complet, et c'est ce qui m'a mis dans le cinéma de genre, parce que les monstres, etc., c'était exceptionnellement bien. J'ai envie de dire, bon après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais par exemple la scène de départ où il l'affronte... en noir et blanc. Oui. Mais déjà là je trouve qu'il y a déjà une recherche graphique en vrai. Et avec les lames qui tournent, ah, tu parles contre... Ok, ça c'est au tout début alors. Ouais, c'est ça. Quand il affronte, ouais, Mr. Hyde, ouais. Et ça m'est resté, quoi. Ouais, complètement avec la cloche, etc. Ouais, franchement, pour dire que je suis vraiment fan, j'ai le Blu-ray, j'ai le DVD, j'ai la préquelle qui est un dessin animé que j'ai trouvé par hasard. C'est un dessin animé de 20 minutes. Vous auriez dû voir ma tête quand j'ai compris que j'avais acheté un DVD de 20 minutes et que je pensais que c'était un film de 1h30. Quand j'ai vu que ça s'était arrêté, j'étais bien dégoûté. Mais au final, j'étais content parce que ça, justement, ça parle en fait de tout ce qui se passe avant Jekyll. Et en vrai, je crois que c'est ce qui nous a introduit un peu au thème gothique. Au cinéma gothique, moi c'est ce qui m'a introduit. Ouais, c'est possible. Moi en fait, ça m'a juste tout simplement introduit dans le cinéma tout court. Parce qu'au final, je crois que c'est quand même dans les premiers DVD qui sortent, il y a eu. Ça, je sais pas. Ah, c'était au tout début, hein, c'était vraiment au tout début, c'était dans les prémices des DVD et ça commençait à sortir. Et ouais, c'est ce qui m'a vraiment foutu dans le cinéma de genre. Donc voilà, mes 5 DVD. Improbable pour terminer là-dessus. Mais donc, on lui porte une grosse affection complètement, pour ce film. Oui, voilà. Bon, voilà, donc. Petite première émission terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. C'est ça. Nous de notre côté, on va améliorer la chose, on va peaufiner, on va essayer de rendre ça de plus en plus ludique, de plus en plus intéressant. C'est ça, ouais. Et donc, on se dit à la prochaine. Ciao les gars. Ciao.